Récemment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un livre. Et quand je parle de coup de cœur, franchement, je pèse mes mots parce que le choc que j'ai ressenti en lisant l'ouvrage dont je vais vous parler dans cette vidéo est équivalent au choc que j'ai ressenti la première fois que j'ai lu Belle du Seigneur ou Voyage au bout de la nuit, qui étaient peut-être jusqu'ici mes deux romans préférés. Alors, j'ai pas de classement fixe de mes œuvres favorites, mais disons que Belle du Seigneur et Voyage au bout de la nuit, pour moi, c'est quand même le top du top, pour des raisons différentes, mais c'est le top du top. Donc c'est compliqué pour moi de trouver mieux, et c'est même compliqué de trouver aussi bien. D'ailleurs, je crois que ça m'était encore jamais arrivé. Donc comprenez mon état d'excitation lorsque, il y a quelques semaines, j'ai ouvert ce roman, à savoir Jérôme de Jean-Pierre Martinet. Si vous faites partie des rares personnes à connaître et avoir lu Jérôme, je ne doute pas que vous comprenez déjà les sentiments qui me traversent, parce que disons-le, mais on ne ressort pas indemne de cette lecture. Et si, à l'inverse, vous n'avez jamais lu Jérôme, et si même vous n'avez jamais entendu parler de Jean-Pierre Martinet, dans ce cas, il est urgent que vous regardiez cette vidéo et que vous commandiez ce livre, parce que sinon, vous passez à côté de quelque chose. En fait, sur cette chaîne, c'est vrai que je parle de littérature, mais j'avais encore jamais consacré une vidéo entière à un livre, dans le but de vous donner envie de l'acheter et de le lire. Et bah aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Si, avec mon petit pouvoir d'influence, je peux vous encourager à mettre le nez dans ce chef-d'œuvre, à populariser ce livre qui n'est clairement pas assez connu, je me dis que j'aurais vraiment pas créé cette chaîne pour rien. Sur ce, sans plus tarder, mettons les pieds dans le plat. Jérôme, aussi sous-titré L'enfance de Jérôme Bosch, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est un roman publié en 1978, teinté d'humour noir, je vous préviens, mais c'est vraiment très bien écrit, très fin, c'est très drôle, et dans lequel un personnage nommé Jérôme Bosch, donc, se livre à un long monologue absolument lunaire. Je dis un long monologue parce qu'il fait quand même 450 pages, c'est un bon gros pavé, mais je vous assure, ça se lit très bien. Moi, quand je l'ai ouvert, je l'ai plus quitté. Quoi qu'il en soit, je crois que le mieux pour aborder ce roman, c'est de partir de son personnage principal. Jérôme Bosch, c'est un espèce de demeuré de 42 ans, 150 kg, 1m90, qui vit encore chez sa mère qui est ivrogne et à moitié aveugle, et lui, la seule activité qu'il a, c'est de surveiller les faits et gestes d'une collégienne qui habite non loin de chez lui, une certaine Paulina Semilionova, plus couramment appelée Polly. Je crois qu'on peut dire qu'il coche toutes les cases de la dépravation et de la folie, il rêve de tripoter des jeunes filles, c'est un obsédé sexuel qui n'arrête pas de parler de ce qu'il a entre les jambes, on comprend qu'il a déjà fait un séjour en hôpital psychiatrique, il a très certainement une amie imaginaire, il peut être violent, il n'hésite pas à profaner des cadavres, c'est également un meurtrier, il nourrit une honte absolue de lui-même, puis c'est pareil, mais il est plein d'obsessions, il a toujours des idées ou des pensées bizarres, dégoûtantes, à un moment par exemple, pour jouer un tour à sa mère, je vous préviens, c'est très crade, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans le frigo, il prend un yaourt, il soulève l'opercule, il se masturbe dedans, il éjacule dedans également, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il le referme dans le seul but de le faire manger à sa mère. Voilà, je vous avais prévenu, c'est littéralement un fou, et cette petite anecdote tirée du livre donne vraiment le ton à la fois de l'ouvrage et du personnage. Quoi qu'il en soit, ce qui fait que ce roman est si particulier, c'est pas seulement la folie de son personnage principal, c'est le fait qu'il est raconté par ce personnage. Le narrateur, c'est Jérôme. Seulement, comme il est fou, il passe son temps à se contredire et à halluciner des personnages ou des événements, ce qui fait qu'on comprend très vite qu'on ne peut pas lui faire confiance parce que non seulement il peut nous mentir, parfois volontairement, mais en plus il peut halluciner et nous raconter n'importe quoi sans vraiment comprendre lui-même que ce qu'il nous dit n'est pas vrai. En fait, lui-même, on se rend compte au bout d'un moment qu'il a du mal à faire la distinction entre le réel et l'imaginaire. Je vous donne un exemple, mais au début du livre, on comprend que certaines personnes l'accusent d'avoir un jour poussé sa mère à moitié aveugle dans les escaliers. Et lui, il se défend en disant que pas du tout, il a jamais fait ça. J'éprouvais un irrésistible besoin de me défendre. Écoutez, monsieur Chloré, je n'ai pas poussé ma maman, ce sont des calomnie, elle est tombée toute seule, elle est si faible depuis quelques années. Par moments, j'ai l'impression qu'un simple courant d'air suffirait à la renverser. Alors oui, si besoin est de préciser, il passe son temps à appeler sa mère mamam. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que plus tard, il revient sur cet épisode parce qu'il a toujours des obsessions, comme je l'ai dit, il passe du coq à l'âne sans arrêt, donc ça lui arrive très souvent de mentionner un même événement à plusieurs reprises dans le roman. Et quand il revient sur la fameuse chute de sa mère dans les escaliers, bon, on se doutait qu'il y était certainement pas pour rien, mais il le confesse. Mamam continuait à se contorsionner aux pieds de monsieur Chloré. Il y avait bien longtemps qu'elle n'avait pas été aussi odieuse, très exactement depuis le jour où je lui avais fait dégringoler plusieurs étages à coups de pied dans le ventre, histoire de lui apprendre ce qu'était l'amour d'un fils pour sa putain de mère. Et comme c'est un véritable psychopathe, quelques pages plus loin, il se souvient plus qu'il nous a avoué avoir poussé sa mère dans les escaliers, donc il écrit encore à ce sujet. Certains même dans le quartier chuchotaient que je l'avais poussé dans l'escalier un jour que j'étais de mauvaise humeur. Ce ragot avait abouti aux oreilles de monsieur Chloré, évidemment, et il n'avait pu s'empêcher d'y faire allusion tout à l'heure. Bien entendu, tout cela n'était que pure calomnie. Ma maman était tombée toute seule dans l'escalier un jour qu'elle avait trop bu, et même si je l'avais un peu aidée à dégringoler, je n'en avais pas le moindre souvenir.
Bref, Jérôme, et c'est ce qui fait tout l'intérêt, toute la particularité de ce livre, c'est un narrateur auquel on ne peut pas faire confiance. En cela, le roman me fait penser à Lolita de Nabokov, dans lequel Nabokov raconte l'histoire d'un pédophile à la première personne et où il embrasse constamment le point de vue de son narrateur. Et ça, c'est pas rien, ça demande vraiment de la maîtrise de réussir un tel narrateur parce qu'il faut réussir à faire comprendre au lecteur en quoi le narrateur est un monstre sans jamais avoir à le formuler explicitement. On laisse simplement le lecteur tirer ses propres conclusions, même si en réalité les conclusions sont évidemment induites par l'auteur. L'idée, c'est juste d'être implicite. Et ça, c'est un truc très important à comprendre parce que j'observe qu'il y a souvent des confusions à ce niveau, qui mènent à confondre la moralité d'un narrateur avec la moralité de l'auteur. Dans Lolita, le narrateur est un être immonde et immoral qui nous confie en quoi c'est génial d'aimer les petites filles. Mais Nabokov, s'il écrit ce narrateur, c'est pas pour nous donner envie d'aimer les petites filles, c'est pas non plus pour nous présenter un être immoral qu'il se refuserait de juger. Au contraire, il écrit ce narrateur pour montrer en quoi aimer les petites filles quand on est adulte, c'est immonde, c'est horrible. Il utilise un narrateur très premier degré, sans jamais le dénoncer explicitement, mais dans le but de souligner les horreurs qu'il pense et qu'il commet. Grâce à ça, il entend provoquer une répulsion chez le lecteur. C'est pour ça que quand Nabokov écrit Lolita, il est complètement moral. La seule particularité de Lolita, et c'est ce qui rend ce livre aussi génial, mais aussi parfois difficile à saisir, c'est que la moralité de l'auteur y est implicite. Malheureusement, trop souvent, quand un auteur rend sa morale implicite, il y a toujours des gens pour croire qu'il est immoral ou amoral, qui présentent des personnages sans vouloir les juger, mais c'est pas le cas. Alors après, il peut y avoir différentes situations, mais dans le cas de Nabokov, c'est pas le cas. L'auteur ne se place pas au-dessus de la morale. En réalité, Nabokov, il le juge, son narrateur. C'est juste qu'il fait preuve de subtilité dans la façon de le juger. Il laisse ce travail au lecteur, mais on comprend bien que c'est la conclusion à laquelle lui-même il aboutit. Et donc bref, ce que je voulais dire, c'est que dans Jérôme, on retrouve de ça, de cet esprit-là. Jean-Pierre Martinet ne nous dit jamais que Jérôme fait des choses mauvaises ou qu'on devrait le détester, parce qu'il fait confiance au lecteur pour comprendre où il veut en venir, en quoi Jérôme est un psychopathe de la pire espèce. Quand on lit Jérôme, on comprend bien que Martinet ne le défend pas, au contraire, il passe son temps à le ridiculiser, à le montrer sous son pire profil. Et d'ailleurs, ça c'est aussi une qualité que je veux souligner, c'est le niveau de justesse auquel Martinet parvient quand il donne vie à ce personnage à la fois fou et idiot. Pour information, Jean-Pierre Martinet avait une sœur qui était folle et qui a passé une bonne partie de sa vie en hôpital psychiatrique, et il avait un frère qui était aussi légèrement arriéré, je crois que sa mère avait également quelques petits problèmes, et j'ai envie de dire, ça ne m'étonne pas parce que ça se sent que Jean-Pierre Martinet, il connaît très bien la folie. Des auteurs qui ont écrit sur des personnages fous, il y en a plein. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est notamment le Horla de Maupassant, et c'est très bien. Mais le truc, c'est que dans le Horla de Maupassant, comme dans souvent plein d'œuvres de la littérature et du cinéma, la folie est souvent utilisée comme un moyen d'épouvante. Dans Jérôme, il n'en est rien. Jérôme n'est pas un livre autour de la peur, quand bien même il s'y passe des choses horribles et très sombres. C'est un livre qui crée avant tout du malaise. Si ça vous est déjà arrivé de discuter avec des personnes qui ne sont pas saines d'esprit, qui n'ont plus toute leur tête, je pense que vous avez déjà expérimenté ce sentiment-là, c'est que ces gens, comme ils ne comprennent pas ou ne comprennent plus tout ce qui est codes sociaux, etc., et qui vivent un petit peu dans leur monde, et bah ils ont des idées bizarres. Vous sentez qu'ils ne pensent pas du tout comme vous, qu'ils n'ont pas du tout la même manière de réfléchir, de penser, et que ce que vous considérez normal ne coule pas de source pour eux. Et justement, c'est ça un des tours de force de ce livre, c'est de mettre le lecteur continuellement mal à l'aise devant les confessions d'un fou qui a des idées, des obsessions qui ne vous viendraient pas naturellement à l'esprit. Et d'ailleurs, de ça, Jean-Pierre Martinet tire un pouvoir comique absolument monstrueux. Pour ceux qui, comme moi, adorent l'humour noir, foncez parce que le livre est vraiment très drôle. On peut pas s'empêcher de pouffer tellement on lit des confessions à la fois horribles et ridicules. Ensuite, c'est pareil, je l'ai déjà dit, mais je reviens là-dessus, Jérôme, c'est un livre incroyablement bien écrit. D'abord, le roman a une identité qui lui est propre. En termes de style, on est sur quelque chose de très singulier. Il y a une voix qui se dégage. De toute façon, j'avais encore jamais rien lu de comparable. En soi, on est sur 450 pages de monologues sans queue ni tête, mais c'est génial. D'ailleurs, petite précision sur le style, je dis qu'on est sur un monologue, mais c'est pas tout à fait vrai parce que il y a quand même des dialogues. Seulement le truc, c'est que Jean-Pierre Martinet les restitue au style direct libre, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas de tirets ou de signes de ponctuation pour nous dire qui parle. Ce qui fait que la voix de tous les personnages est restituée confondu même à travers la voix de Jérôme lui-même, ce qui contribue à créer une ambiance très particulière. Parce qu'en réalité, on peut jamais savoir avec certitude si, quand Jérôme nous rapporte les paroles d'un autre personnage, c'est ce personnage qui s'exprime ou Jérôme qui le fantasme, qui hallucine ses répliques. Pour ça, je vais vous montrer un exemple, je vais vous citer un passage où il fait parler sa mère. Alors, je vous préviens, c'est très cru, mais c'est typiquement le genre de scène où on ne sait pas vraiment si c'est sa mère qui dit ces choses-là, ou si c'est lui qui les imagine, ou si c'est lui qui, entre guillemets,
traduit des propos et les reformule avec son langage. Parce qu'en fait, la façon dont sa mère lui parle ne colle pas du tout avec la façon dont une mère est censée parler à son fils. Même si elle le déteste, en principe, elle n'est pas censée lui parler comme ça. Et quand on ajoute à ça la voix de Jérôme, qui parle constamment de sexe, qui est vraiment un gros obsédé sexuel, on peut pas s'empêcher de se dire que peut-être qu'il hallucine un peu ce que lui raconte sa mère. Comme Monsieur Chloré restait muet, elle s'est approchée de lui et s'est laissée tomber à ses pieds, s'agrippant au bas de son pantalon. « Dites-lui, oh oui, dites-lui d'arrêter, ayez pitié de moi, ce n'est plus possible, je vais devenir folle, il me rend malade avec sa Solange. Mais qu'est-ce qu'il a à la fin? Une tumeur au cerveau, des humeurs malignes, de la neurasthénie, la fièvre des nerfs? Répondez-moi, Monsieur Chloré, vous qui avez passé votre vie à étudier, c'est d'être gros comme ça qui le rend si méchant? Il y a des jours, je vous assure, où je pense que j'aurais mieux fait de me coudre le vagin plutôt que de lui laisser voir le jour. C'est dur pour une mère de dire ça, mais malheureusement c'est vrai. Je suis sale à l'intérieur, pleine d'ordures. Monsieur Chloré, quand je pense à toutes ces sales bestioles qui grouillent en moi, toute cette vermine, j'ai envie de vomir. Mais c'est à cause de lui, car il corrompt tous ceux qui l'approchent, exactement comme Solange. L'air est empuanti par cette charogne qui se fait passer pour mon fils. Dans le même genre, je vous cite encore un autre passage où sa mère s'exprime soi-disant devant lui et lui fait des confidences tellement bizarres et absurdes que, là encore, on peut largement suspecter Jérôme de plus savoir ce qu'il entend. Tu connais pas ça, bien sûr, toi. T'as jamais connu l'amour. Tu t'endors le soir d'un sommeil de brute et le matin, frais et dispo, tu continues à traîner ta charogne. J'étais dans les bras de ton père, voilà où j'étais, et on faisait l'amour dans un torrent, en haute montagne. Il l'avait jamais eu aussi grosse, sa queue. Et dure comme un arbre, pleine de sève. Il a attrapé une truite, comme ça, hop, dans l'eau claire, et il me l'a glissée dans le vagin. Elle remuait que c'était un bonheur parfait. Je voyais plus que le ciel bleu, je voyais plus que le ciel bleu. Les oiseaux se défaisaient à force de les fixer. Ils m'entraient dedans et sans souffrance. Bon, est-ce que c'est vraiment sa mère qui parle ou est-ce que c'est Jérôme qui s'imagine ses répliques? À vrai dire, j'en sais rien parce qu'avec Jérôme, on n'est jamais sûr de rien, mais on est toujours plein de suspicions. En fait, le roman cultive cette ambiguïté et ça concourt à son ambiance. Bon, bien sûr, vous trouverez que certains des passages que je vous ai cités sont sans doute assez crus. Je dis pas le contraire, hein, Jérôme, c'est un roman qui est très cru. On peut passer des réflexions les plus triviales sur sa bite. Il passe son temps à rappeler par exemple qu'il a un micro-pénis, à des espèces de fulgurances bien plus littéraires, quasi poétiques. Mais c'est ce curieux mélange qui fait justement tout le sel de ce livre, parce que grâce à ça, on a vraiment l'impression de plonger dans les pensées d'un malade mental et c'est très bien restitué sur le plan littéraire. D'ailleurs, c'est ce qui fait que je suis conquis par ce livre, hein. C'est tout ce que j'adore, Jérôme, parce que il y a du style, il y a une voix, il y a des personnages très singuliers, il y a une ambiance et c'est à mourir de rire. Bon, par contre, là, je me rends compte que à ce stade de la vidéo, je vous ai pas vraiment parlé de l'histoire. Disons simplement que le roman raconte les pérégrinations de Jérôme Bosch pendant quelques jours après qu'il se soit enfui entre guillemets de chez lui à la suite d'un fait divers que je vous laisserai le plaisir de découvrir. Pour information, et ça je trouve que c'est intéressant de le mentionner, et ça peut peut-être donner envie à certains de le découvrir également, Jean-Pierre Martinet c'était un grand lecteur de Céline et on retrouve son influence en termes de noirceur, d'oralité dans Jérôme, quand bien même il réussit à proposer quelque chose de très différent. Donc ce que je veux dire c'est que c'est pas du Céline, mais il y a une influence et je pense que si vous appréciez Céline, vous allez vraiment adorer Jérôme. Aussi, pour ceux qui connaissent, Jérôme, c'est un personnage qu'on pourrait également rapprocher d'Ignatius dans La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, dont j'avais déjà parlé dans une très très ancienne vidéo. Alors, même si Ignatius a pas pu inspirer le roman parce que Jérôme est sorti 2 ans avant La Conjuration des imbéciles, il y a quand même des similitudes entre les deux personnages. Ce sont tous les deux des marginaux, ils sont tous les deux très grands, ils sont tous les deux obèses, ils vivent chez leur mère, ils font rien de leur vie, et ils tombent dans la dépravation. La principale différence entre les deux, c'est que là où Ignatius est toujours très méchant, Jérôme il bascule continuellement entre une espèce de forme de gentillesse et de méchanceté. Un coup il est gentil, un coup il est violent, on sait jamais comment il va réagir, il est vraiment très imprévisible. Mais donc bref, tout ça pour dire que je vous recommande chaudement cette lecture qui, comme je l'ai laissé sous-entendre en intro de cette vidéo, est maintenant un de mes romans préférés. Je le dis pas souvent, mais on est vraiment sur un chef-d'œuvre. Et ce qui est scandaleux, c'est que contrairement à de nombreux chefs-d'œuvre, Jérôme, quand j'en discute autour de moi, même chez des lecteurs assidus, je me rends compte que pas grand monde le connaît. D'ailleurs, moi-même, j'en avais jamais entendu parler avant que l'un de vous ne m'en parle en commentaire. Et au passage, je tiens à remercier cet abonné qui m'avait suggéré de m'y intéresser. Le truc, c'est que quand Jérôme paraît en 1978, le livre connaît un échec commercial cuisant. Pourquoi? Parce que, d'après ce que j'ai lu, aucun critique littéraire ne veut ouvrir le livre, donc
bah, personne n'en parle, il n'y a aucune promo et il tombe dans l'oubli. Alors depuis, on l'a un petit peu redécouvert, il y a bien des lecteurs qui s'en sont emparés, il est publié de toute façon, mais disons que à mon sens, ce n'est pas normal que ce livre soit aussi peu connu. Donc c'est pour ça que je compte sur vous pour vous le procurer, pour le lire, et quand vous aurez constaté qu'effectivement c'est un pur chef-d'œuvre, parce que bah, je ne vous mens jamais et vous savez que j'ai très bon goût, et bah, j'espère qu'à votre tour vous le recommanderez et que ensemble on pourra lui donner la postérité qu'il mérite. Voilà, j'insiste, mais je tiens à ce qu'on rende justice à ce livre. Jean-Pierre Martinet n'a pas encore la gloire posthume qui lui revient. D'ailleurs, pour information, j'en ai pas encore parlé ici, mais Jean-Pierre Martinet, du coup, c'est un auteur qui est né en 1944 à Libourne et qui est mort en 1993 dans cette même ville, des suites d'une embolie cérébrale, et il a écrit plusieurs livres au cours de sa vie, mais qui ont tous été des échecs. Il écrivait d'ailleurs ironiquement à propos de lui, parti de rien, Martinet a accompli une trajectoire exemplaire, il est arrivé nulle part. En fait, à chaque fois qu'il a essayé quelque chose dans la vie, ça s'est pas passé comme prévu. Dans les années 70, il est assistant réalisateur à l'ORTF, mais il se rend vite compte que ça correspond pas à ses attentes, il connaît des désillusions assez fortes, donc il finit par se retirer du monde du cinéma, de la télé. Après ça, avec ses économies, il va acheter un kiosque à journaux qui va connaître la faillite un peu plus tard, et finalement, à la fin de sa vie, il retournera chez sa mère dans sa ville natale, où il sombrera dans l'alcoolisme, et où il mourra quelques années plus tard, comme je l'ai dit, d'une embolie cérébrale. Quoi qu'il en soit, donc comme j'ai été séduit par Jérôme, je me suis aussi un petit peu intéressé aux autres publications de Martinet, et c'est pour ça que quand vous aurez lu Jérôme, que vous l'aurez adoré naturellement, je vous recommande aussi La Somnolence, qui est son premier roman publié en 1975 et dans lequel cette fois il raconte l'histoire d'une vieille folle. C'est également assez marrant. Alors même si c'est un petit peu moins drôle que Jérôme, ça reste absolument excellent. C'est très bien écrit et ça préfigure surtout ce que deviendra Jérôme. J'ai lu aussi Ceux qui n'emmènent pas large, c'est un court roman publié en 86, ainsi que La Grande Vie et Nuit Bleue, Calme Bière, suivi de L'Orage, qui sont là des nouvelles. C'est assez différent de Jérôme, je trouve que ses textes sont un peu moins ambitieux, un peu moins aboutis également, mais c'est encore une fois teinté d'humour noir, donc je veux pas non plus les dénigrer. Si vous riez en lisant Jérôme, je pense que vous trouverez votre compte également dans ces textes-là. Le seul truc, c'est que je veux pas dénigrer ses autres textes, mais Jérôme, ça reste son chef-d'œuvre. Donc Jérôme, disons que c'est au-dessus du reste. Après, c'est normal parce que si vous avez bien suivi cette vidéo, là, on est sur un chef-d'œuvre absolu. Et comme vous devez vous en douter, on n'écrit pas des chefs-d'œuvre absolus forcément tous les jours. Bon, je dis ça alors qu'il me reste son dernier roman à lire, L'Ombre des Forêts, donc si jamais c'est meilleur que Jérôme, je le dirai dans une prochaine vidéo ou dans un short. Mais pour l'heure, la pépite absolue, c'est ce livre, c'est Jérôme. De toute façon, quand on parle de Jean-Pierre Martinet, Jérôme, c'est quand même le livre qui ressort dans son œuvre. Et bref, si vous aimez la belle littérature et l'humour noir, je m'y engage, avec Jérôme, vous ne serez pas déçus.